C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis très content de recevoir tous ces beaux mondes ici à la conférence utilisateur de Galigeo 2017. J'ai un sujet décalé par rapport à la présentation que vous attendez. Aujourd'hui, je vais aborder l'art et l'intelligence géographique. C'est un sujet auquel je tiens pas mal. Mais avant, on va parler de vous. Donc merci à nos invités. Nous existons grâce à vous. La société le sait. Et on vous remercie encore pour vos commandes, pour la maintenance que vous nous commandez tous les ans et vous renouvelez. Et les choix que vous avez faits le jour où vous avez acheté nos produits. Nous avons la certitude que vous avez fait un choix pérenne. La société existe depuis 2001 et on a l'intention de continuer à exister. Important pour vous est de savoir que l'innovation est dans nos gènes. On est en permanence en train d'innover. On le verra aujourd'hui grâce aux présentations techniques de nos clients et aussi de nos équipes. Et puis, un agenda où nos clients et partenaires témoignent. C'est ce qui est très important. Parce que nous, on peut vous dire beaucoup de choses. L'essentiel, c'est que nos clients parlent à notre place. Alors, intelligence géographique, c'est le terme consacré aujourd'hui à la GeoBI. Ça s'appelait comme ça avant. Il y avait d'autres termes. Nous avons stabilisé le terme en parlant d'intelligence géographique. En 2016, j'ai parlé aussi sur un thème décalé, et c'était les débuts de la BI et les cartes. Je vous ai fait un parcours très rapide entre Napoléon Ier et la guerre froide, entre les années 1800 et 1960. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la data vis et de l'analytique au XVIIe siècle. Donc, bien sûr, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, et comment est-ce possible? Et bien voilà, vous allez voir que le sujet démarre dans le siècle d'or aux Pays-Bas. Alors, à cette époque, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de Pays-Bas en tant que tel. La Hollande n'existait pas sous sa forme actuelle, ça s'appelait les Provinces Unies. Donc, à cette époque, c'est une puissance économique mondiale. Peut-être la plus grande puissance économique mondiale. C'est peu connu, mais c'est vrai. 10 000 vaisseaux, 160 000 marins, c'est la puissance de cette marine. 3/4 de la flotte européenne. 3/4 de la flotte européenne était représentée que par les Hollandais. Et c'est la première globalisation à cette époque. On faisait le troc d'épices, tissus, vin, porcelaine, etc. Et un fait très important, c'est que la Bourse d'Amsterdam a vu la création en 1602 de la première société multinationale au monde. Le logo, c'est VOC, c'est le premier logo aussi international, multinational au monde, c'est celui-là. Et cette première société, c'est la première société multinationale capitaliste à base d'actions. À sa fin, en 1788, il y avait 150 000 employés. Imaginez ça, aujourd'hui, ça fait la taille des plus grosses sociétés, plus grosses multinationales. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur pour gérer les feuilles de paye. Donc on peut imaginer que c'était une prouesse d'avoir une telle société. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la plus grande compagnie anglaise à l'époque représentait 20% de la taille de la banque. On peut conclure que à cette époque-là, le peuple du Pays-Bas, des Provinces Unies, était un peuple riche, formé, cultivé et avait une bourgeoisie florissante. Et on va voir en quoi ça c'est intéressant pour la location intelligence, pour l'intelligence géographique. Il y avait aussi une guerre. L'Union des Pays-Bas était en guerre contre la domination espagnole. Et ça, c'était aussi encore une autre raison de cette puissance. Pour vous donner
une idée, à l'époque il y avait 17 provinces, en fait ça a varié de 9 à 17 en fonction des époques, mais là je vous parle de 17 provinces, et ça couvrait à peu près du milieu de ce qu'on connaît aujourd'hui de la Belgique, jusqu'au nord de la Hollande, de la Friesland, ce sont ces îles qui vont dans la mer du Nord. Voilà, ça c'est une carte à peu près de l'époque, et ça vous donne l'idée de ce qu'était le Pays-Bas à cette époque. Alors, le Pays-Bas est très connu pour ses peintres, et c'est par là que je vais vous amener. Alors, le premier peintre, je pense le plus connu au monde de ces siècles, c'est Rembrandt, qui a vécu entre 1606 et 1669. Il a fait 400 peintures, 300 gravures et 300 dessins. Une production d'à peu près 1000 œuvres, c'est énorme pour une vie de quelques années. À l'époque, les gens ne vivaient pas longtemps, là, en l'occurrence 63 ans. Il a fait donc une véritable production industrielle, et ça c'est parce qu'il avait un atelier et des élèves, et il les faisait travailler, et donc je pense qu'il ne faisait pas tout, mais il faisait, ses élèves préparaient pas mal de choses. Donc, il a eu une vie faste, assez riche, mais il va mourir ruiné. Et l'un des tableaux les plus connus, qui est un tableau monumental au Rijksmuseum à Amsterdam, il fait 5 par 4 mètres de hauteur, c'est la Ronde de nuit, qui a été vendue assez cher, et mal acceptée par les clients de Rembrandt, parce qu'il a fait des choses très originales, des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est très connu, c'est-à-dire il a joué avec les clairs-obscurs d'une façon très différente à ce que faisaient ses compères de l'époque, notamment ce type de scène où tout le monde était à égalité. Ici, il fait sortir en gros les deux personnages devant et sa femme, en fait, c'est les visages de sa femme en arrière-plan, et tout le monde qui a payé pour la toile, à l'arrière, on les voit à peine. Donc ça, c'est très intéressant. Mais je vous amène enfin vers les cartes. À cette époque, il y avait aussi Vermeer, Johannes Vermeer, qui a vécu entre 1632 et 1675. C'était une vie assez courte, 43 ans. Et il a fait, lui, contrairement à Rembrandt, uniquement 45 tableaux. Il est connu au monde par cette image, par cette peinture de la laitière qui se trouve sur quasiment tous les pots de yaourt qu'on consomme aujourd'hui. Lui, il était très différent, il était artisan peintre, il faisait ses propres peintures, il mélangeait les pigments et les huiles pour se faire sa propre peinture. Il a une vie sans fortune, une vie assez modeste, et il meurt aussi ruiné. Alors, il y a un contraste très important entre la vie que menait Vermeer et les scènes paisibles qu'il va peindre, comme celle-ci. Il a eu 15 enfants, ce monsieur. Sa femme en a perdu, enfin, ils en ont perdu 4 en bas âge, mais c'est énorme. Imaginez avoir 15 enfants, ou 5 déjà, à la maison et peindre en même temps. Donc c'est une vie pas paisible pour lui. Alors, donc ça c'est la laitière, et là je vous amène enfin, c'est à cette toile qui s'appelle La femme en bleu lisant une lettre. Cette peinture se trouve au Rijksmuseum et elle a été faite en 1662. Je suis tombé amoureux de cette femme et cette peinture parce qu'elle est expressive. C'est une petite toile, contrairement à celle de Rembrandt. Hein, c'est pas très grand. Elle est enceinte, cette femme. Vous pouvez voir sa forme. Et elle est en train de lire cette lettre. Donc le visage est fait en quelque sorte qu'on ne sait pas si c'est des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. On est dans l'interrogation. Et donc on se pose la question, que dit la lettre? Et on sait grâce à la carte, et là, c'est ça la symbolique que amène cette carte en arrière-plan, que son mari travaille sans doute pour la VOC, cette société dont je vous ai parlé. Et la question est, c'est lui qui lui a envoyé cette lettre, quand est-ce qu'il revient, et puis sait-il que sa femme est enceinte? Il fallait à cette époque 20 mois pour faire un aller-retour en Chine.
Et un bateau sur 10 ne revenait jamais de cette expérience. Alors, la carte que vous voyez ici dans l'arrière-plan, c'est la carte d'un monsieur qui s'appelle Willem Blau, qui était le cartographe officiel des Lavores. Ce monsieur, on va voir, a plusieurs cartes, a fourni plusieurs cartes pour, à Johannes Vermeer et qui ont inspiré plusieurs toiles. Cette même toile revue, donc que signifient ces cartes? Les fenêtres, des cartes sont des fenêtres vers le monde, au même titre que les tableaux. Elles annoncent un peuple de navigateurs et des commerçants. Elles introduisent le lointain dans les intérieurs bourgeois d'Amsterdam. Donc toute famille, on va dire, respectable à l'époque devait avoir une carte au mur. Et elles accompagnent également le renouveau scientifique, philosophique et humaniste de cette époque. Rappelez-vous que René Descartes s'est réfugié à cette même époque à Amsterdam, lorsqu'il a été chassé des France. Donc c'est vraiment, la Hollande est à son apogée à cette époque-là. Ces cartes, enfin, expriment la richesse, la puissance, la croissance. On va voir que ce n'est pas la seule. Donc cette carte que vous voyez là, c'est la même qu'il a repeint ici, dans cette peinture qui s'appelle Le soldat et la jeune femme riant. C'est la carte dite de Beckenrode, qui a été, elle, produite en 1620. Il y a une curiosité dans cette carte, c'est que le nord, si vous regardez là, est à droite. Et qu'il faut la tourner des 90 degrés pour retrouver la carte de la Hollande, telle qu'elle est aujourd'hui. Et deux, il y a une inversion chromatique. Il a peint la terre en bleu et la mer en marron. Et on ne sait pas très bien si c'est voulu ou si c'est l'âge de la peinture qui a fait que les couleurs se sont inversées. Mais en tout cas, il y a une inversion chromatique. Deuxième cas, on a la femme à guerre. C'est la carte d'un Hollandais qui s'appelle Allard. Et cette carte représentait les 17 provinces à l'époque, autour de 1650-1071, cette carte. Donc on la voit ici. À nouveau, il faut la retourner pour retrouver le nord et voir qu'il s'agit bien du Pays-Bas. Ici, on évoque uniquement la Hollande. On pourrait dire que c'est un acte patriotique, presque, dire voilà, la Hollande existe, c'est un grand pays, et on représente ça sur une très belle peinture. Le géographe, à nouveau, une carte, cette fois-ci de Willem Blau, que j'ai introduit auparavant, et cette carte représente les routes de la VOC, donc la plus grosse société au monde à cette époque. Et ces cartes sont surtout des cartes des routes, et on voit le contour de l'Europe, Afrique du Nord, c'est assez précis. D'ailleurs, ces cartes, c'est focalisé sur les voies de navigation. Elle n'avait pas beaucoup de détails sur ce qui était à l'intérieur des terres. Mais on voit très bien la Corse, la Sardaigne, la Sicile, et puis les autres dépendances, par exemple de l'Espagne à l'époque. Et au total, M. Vermeer, de ces 45 tableaux, on trouve sur 9 de ces tableaux des cartes. Et on peut les regarder rapidement. L'art de la peinture, vous voyez la carte ici. La lettre d'amour, c'est un peu sombre, mais on voit ici, la carte ici sur le mur de côté. L'astronome, c'est un peu la même chose que le géographe, l'astronome. Ensuite, la joueuse de luth, une carte, un corps, et l'allégorie à la fois. Une carte, un globe ici, qui représente la terre sur laquelle Marie Magdalène met son pied, et qui domine, donc c'est une allégorie à la fois. Voilà, donc tout ça
montre bien que 20% de la production de Vermeer avait des cartes dans sa production. Et enfin, pour conclure, la valeur des cartes va au-delà de leurs usages intrinsèques. Et les usages intrinsèques régaliens sont la guerre, la navigation, la définition des territoires. Vermeer exerce une forme de visualisation, la seule possible à l'époque, par les peintures. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de pellicules autres, et invite à l'analytique. Donc il évoque la richesse, le savoir, la foi, la puissance. Ce sont, moi, à titre personnel, j'argumente que ce sont les mêmes usages, les mêmes KPI modernes aujourd'hui, que nos clients mettent en valeur maintenant. Et c'est pour ça que je conclus en disant que vous pouvez être, chers clients, chers partenaires, chers prospects, vous pouvez être des Vermeer. On vous fournit les outils pour l'art de l'intelligence géographique. Allez-y, aujourd'hui, vous verrez les outils qu'on met à votre disposition et comment certains de nos clients les mettent en œuvre. Voilà, merci beaucoup.